Bonsoir à tous, bienvenue dans cette interview exclusive. Je reçois pour React One un franco-palestinien qui s'appelle Djihad. C'est un militant AFPS. Il était très important pour moi de vous proposer cet échange parce qu'on en a marre d'écouter des gens qui sont affiliés au sionisme national et international à travers des médias mainstream. Donc, je voulais moi personnellement donner le change avec un franco-palestinien qui lui va nous expliquer à travers son histoire et à travers son prisme à lui, ce qui est important à comprendre dans ce conflit et dans cette histoire-là. Je vais tous vous souhaiter une très bonne émission. C'est parti. Djihad, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Salut Jérôme, ça va et toi? Ça va très très bien. Alors, on s'est eu un petit peu avant. Il était très important pour moi, comme dans le prélude que je viens d'expliquer, d'avoir cet échange avec toi, parce que pour le prisme qui est le tien, c'est-à-dire celui d'un militant franco-palestinien, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on entend, c'était important de te donner l'échange. Pour moi, cet échange est très important. Cet échange est primordial dans la compréhension de ce qui se passe et à travers tes yeux et ton histoire, comprendre voilà, où est-ce qu'on en est et quelle est ta propre histoire à toi. Du coup, je démarre avec cette première question. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es devenu militant AFPS? Alors, moi je suis Jihad El Fakawi, franco-palestinien, j'habite à Lille, euh, ingénieur informatique. Euh, Qu'est-ce qui m'a rapproché par rapport à justement cette cause, cette noble cause? C'est principalement le fait aussi, surtout, que je suis palestinien et que depuis mon plus jeune âge, mon père m'a rapidement engagé sur ce terrain-là. Euh, je suis né en 94. Au moment des accords d'Oslo et je grandis avec principalement la deuxième intifada et je regarde les images à l'époque, les images à la télévision et on a tous sûrement cette image sur France 2 de la mort de Mohamed ad-Dourra, euh, qui est un enfant qui a été tué par l'armée d'occupation lors de la deuxième intifada en septembre 2000 et qui était protégé par son père, Jamal. Et c'est là où, en fait, où moi j'ai eu, on va dire, cette image qui a été pour moi bouleversante à mon âge. Et c'est là où j'ai eu en fait cette première grosse tristesse. Et c'est là où j'ai vu aussi autour de moi les gens attristés de la situation. Et c'est comme ça qu'a commencé mon engagement, mon intérêt pour la Palestine à mon si jeune âge. Tu es né en France ou tu es né à Gaza? Je suis né en France, mais j'allais souvent en fait, souvent à Gaza. Je suis allé au fait dans différentes périodes. Donc je suis allé dans les années 2000, où à l'époque on y allait via l'aéroport de Tel Aviv. On descendait à l'aéroport Ben Gurion et on pouvait se rendre à Gaza. Puis après, il y a eu la phase où justement les Palestiniens étaient obligés de partir à Gaza via le checkpoint de Rafah, où il y avait à l'époque, avant 2006, euh, au fait, trois checkpoints. Le checkpoint égyptien, le checkpoint palestinien et le checkpoint de l'armée d'occupation. Donc il y avait vraiment ces trois checkpoints-là où on était contrôlé, fouillé, où les conditions étaient très compliquées pour pouvoir aussi rentrer. Donc des fois, ça pouvait durer 2, 3 jours pour pouvoir rentrer chez nous en fait. Euh, et j'ai connu la dernière phase où justement l'armée d'occupation est sortie, je dis bien entre guillemets, est sortie de la bande de Gaza et où il y avait voilà, il y avait un checkpoint égyptien et palestinien. D'accord. Je t'entends beaucoup parler de l'Égypte. Je sais que c'est des pays frontaliers qui, du coup, n'ont pas été en accord avec ce que Ben Gourion avait fait à l'époque, c'est-à-dire en fait à leur proposer un État israélien en Palestine. C'est bien ça, si je ne dis pas trop de bêtises. Euh, Comment toi tu vois les autres pays frontaliers à la Palestine occupée? Est-ce que tu penses que c'est des gens qui sont très hostiles au fait que du coup les Israéliens, avec cette extrême droite, le Likoud, Netanyahou et tout ça, euh, comment dire, sont très hostiles à ça et veulent se débarrasser, si je peux dire entre guillemets, d'un voilà d'un État qui occupe un autre État, ou alors tu penses qu'ils sont
très amis avec et complaisants avec cette situation. Il y a Jérôme, il faut distinguer vraiment 2 choses. Il faut distinguer le gouvernement du peuple. Hem, Effectivement, par exemple, quand on regarde la position actuelle, du gouvernement égyptien, elle est très soumise à ce qui se passe actuellement, dans la bande de Gaza. Hem, elle, elle interagit très peu, par rapport à la situation. Elle laisse faire, clairement. Elle laisse faire, clairement. Hem et hem et au fait, il faut se dire aussi que, ben, pour elle, son ennemi, en plus on parle de l'Égypte, son ennemi, c'est principalement, le Hamas. Historiquement, on a vu, que, ben, justement, il y a des conflits avec, les frères musulmans entre les frères musulmans et Sisi, du coup, le Hamas, est un ennemi pour elle, au fait. Donc il y a pas de sincèrement, il n'y a pas vraiment de coopération entre le gouvernement égyptien et la bande de Gaza le gouvernement égyptien est clairement insensible au sort de la population gazaouie. Hem, à titre d'exemple, avant l'occupation de Rafah, donc pour expliquer aux gens, c'est qu'il y a le corridor de Philadelphie, qui est occupé actuellement par l'entité sioniste. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le corridor de Philadelphie pour ceux qui nous écoutent? C'est la zone, en fait, si tu veux, c'est la zone frontalière, entre l'Égypte la bande de Gaza, justement, qui nous permettait à nous, en tant que Palestiniens, de pouvoir revenir chez nous. Cette zone est principalement occupée. Le poste frontière de Rafah est actuellement occupé par l'occupation, israélienne et il y a personne qui peut rentrer, au fait, actuellement à Gaza et ni en sortir. Hem, mais avant cette occupation-là, si tu veux, on pouvait sortir de la bande de Gaza. On s'inscrivait, mais on devait payer, entre 5 000 et 10 000 dollars pour pouvoir sortir et tout ça, c'était financé, on payait tout ça, en fait, au gouvernement égyptien. Donc pour te montrer que la complaisance du gouvernement égyptien, les intérêts aussi qui en coulent derrière tout ça. C'est pour ça, d'où ma question. Alors, ce n'est pas une question piège, hein, je me permets de provoquer un petit peu la discussion, mais euh, c'est important qu'on puisse comprendre ce qu'est les pays frontaliers à la Palestine. On sait qu'on a le Liban, qu'il y a l'Irak, il y a la Jordanie, il y a et nous en fait d'un œil extérieur sur le côté territoire français, on se pose la question de savoir comment autant de pays autour de la Palestine occupée, qui sont du coup pas d'accord avec, bah, tu sais, ce qu'avait fait Ben Gourion à l'époque, le fait de donner aux Israéliens un pays, comment ces États-là, pardon, peuvent rester, voilà, comment je vais dire ça, inactifs depuis 76 ans. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand je dis inactif, tu comprends ce que je veux te dire. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est vrai que nous, on se pose des questions, on se dit: «Bon, voilà, il y a la communauté internationale qui, elle, comprend parfaitement, que c'est pas normal. Comment ces pays-là frontaliers peuvent, tu vois, un peu, ne rien dire?» si je peux dire ça comme ça, quoi. Alors, il faut voir, en fait, à travers ça l'intérêt de ces pays-là avec les puissances occidentales. Tout simplement, l'Égypte, par exemple, à titre d'exemple, reçoit, des 3 milliards, il me semble, d'euros pour son armée, de la part des États-Unis. Il faut savoir aussi qu'il y a des bases américaines, en Jordanie. Et que tout ça justement, permet le silence de ces gouvernements-là, par rapport à la situation, actuelle, qu'ils ont des moyens de pression et aussi, le déséquilibre qu'on peut voir aussi autour, c'est-à-dire, les révoltes, de certains pays arabes, limitrophes, comme ce qui peut se passer en Syrie. Hem, Par exemple, la Jordanie peut avoir peur que, ça se passe, sur son territoire. Donc du coup, qu'est-ce qui garantit la stabilité, par exemple, du gouvernement jordanien et cetera? C'est l'appui des occidentaux, des États-Unis et la même chose pour l'Égypte.
qui a une situation économique très, très mauvaise, mais qui bénéficie de l'appui des Occidentaux. Et voilà, donc en fait, ce sont des pays qui sont très alliés de l'Occident. Et ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel, au fait. D'où le manque de réaction de ces gouvernements-là. Alors, je vais te poser des questions à échelle internationale. Ensuite, je vais revenir au personnel et je vais faire que ça. D'accord? D'accord. Quel a été l'impact sur toi, sur ta famille, ce conflit-là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi depuis maintenant un petit moment? Sur la deuxième intifada, c'est ça que tu nous parlais, hein, tu nous dis que parlais de deuxième intifada. Quel a été vraiment l'impact sur toi personnellement, sur ta famille, alors peut-être ta famille ici ou ta famille là-bas? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors, Jérôme, on a été, moi, mon père, m'a rapidement, en fait, voilà, impliqué dans tout ce qui se passait, en Palestine. On est parti plusieurs fois, là-bas, dans les années 2000, dans les années, avant 2007, après, en 2010-2012, et on a vu, en fait, la situation dans la bande de Gaza évoluer. Avant 2007, et du coup, que au moins juste avant le blocus, la situation, en fait, des Palestiniens était déjà compliquée. C'est-à-dire que, comme je te décrivais tout à l'heure, Jérôme, pour pouvoir me rendre chez moi, je suis obligé, de passer par l'Égypte, faire 5 heures à 6 heures, de parcours entre le Caire et Rafah, pour pouvoir me rendre à la frontière, dormir à la frontière parce que, justement, c'est au bon vouloir des Israéliens pour le passage, à l'époque avant 2007, heu, pour pouvoir me rendre chez moi. Que ça c'est assez compliqué, au fait, de pouvoir me rendre, chez moi, bien avant déjà le blocus à Gaza. Hem, après les accords d'Oslo en 94, heu, vers les années 98, il y a un aéroport qui a été construit à Gaza. Heu, Cet aéroport a été détruit, vers les années, 2000, lors de la deuxième intifada. Et en fait, on ne veut pas que les Palestiniens puissent retourner facilement. Moi, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que l'ensemble des Palestiniens le perçoivent. C'est qu'on veut nous compliquer la tâche pour pouvoir se rendre chez nous. Donc c'était assez compliqué de pouvoir se rendre à Gaza. Heu, Comment moi je vis les choses? Je peux te dire, Jérôme, que, moi, dans l'évolution, dans ma jeunesse, si tu veux, je voyais les gens autour de moi pendant les vacances d'été, et cetera, retourner, des fois dans leur pays d'origine, tu vois? En Algérie, au Maroc, en Tunisie, et cetera, de manière assez simple. Ils prenaient un avion et ils s'y rendaient. Pour nous, en tant que Palestiniens, il y avait plusieurs étapes. C'est déjà, il fallait voir si la frontière, elle était ouverte, et ça, c'était au bon vouloir des Égyptiens et des Israéliens avant le blocus. J'insiste bien, en fait, pour expliquer avant le blocus, c'est-à-dire que c'est pour dire que avant que le Hamas gagne les élections législatives, et cetera, c'est-à-dire à l'époque de l'autorité palestinienne, à l'époque du Fatah, à l'époque de l'OLP qui a signé ces accords d'Oslo, ces accords de paix qui étaient dans une démarche pacifique. Donc, c'était assez compliqué de pouvoir se rendre là-bas. J'ai subi mes premiers interrogatoires à l'âge de 13-14 ans par l'armée d'occupation, en me disant: «Mais pourquoi tu veux rentrer, à Gaza?» et cetera, et cetera. Et encore, moi, j'avais, on va dire, l'avantage d'être, français, et cetera, et cetera. Ça a eu un impact le fait d'être franco-palestinien ou pas du tout? À cette époque, oui. À cette époque, oui. Mais maintenant, je peux te parler d'un autre exemple. J'ai voulu aller, récemment en Cisjordanie, donc
pour expliquer, la Cisjordanie, c'est un autre moyen pour y accéder. On passe pas par l'Égypte, on passe par la Jordanie et du coup, on a en fait la frontière, c'est, le pont El Limpi et en fait, on se rend là-bas et là, même fonctionnement, donc du coup, l'autorité, jordanienne, l'autorité, d'occupation sioniste et le checkpoint palestinien, à la frontière. Je me suis rendu là-bas. Et moi, je suis franco-palestinien. Donc, si tu veux, je suis franco-palestinien, mais dans ma carte d'identité palestinienne, je viens de Gaza. Donc, moi, j'essaye de me rendre en tant que Français. Donc, je me rends là-bas, les Jordaniens me laissent passer, je vais côté sioniste et je présente mon passeport français et on me demande l'origine de mon père. Moi, je réponds palestinien. Et là, à partir de là, on me dit que je dois m'asseoir à un endroit et que je vais subir un interrogatoire. Donc là, tu n'es plus perçu comme un franco-palestinien, mais comme un Palestinien clair et net. Voilà, exactement. Et ce que je te dis là, Jérôme, c'est sur le site de la diplomatie française. C'est-à-dire que pour tout franco-palestinien et pas uniquement franco-palestinien, mais c'est-à-dire si j'avais pas de papier palestinien, si mon père est d'origine palestinienne ou ma mère est d'origine palestinienne, je suis considéré comme palestinien et non comme français, je n'ai pas le droit d'atterrir à l'aéroport de Ben Gourion. Et si je veux avoir l'espoir de pouvoir passer et d'aller en Cisjordanie, je dois passer par la Jordanie et via le checkpoint du pont El Limpi. Donc à partir de là, je ne suis même plus considéré comme français, je suis considéré comme palestinien pur. Tu parlais tout à l'heure, tu as dit 2 choses assez importantes. Alors, je laisse un peu le squelette des questions que j'avais parce que du coup, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Tu nous parlais de ton père à un moment et du coup, tu nous disais que c'était ton père qui t'avait initié un petit peu à comprendre tout ça. Donc du coup, ton père était militant, politique ou pas du tout? Mon père était militant politique, effectivement, et si tu veux, au fait, Jérôme, il est très, très, très rare de voir un Palestinien non politisé. C'est vraiment dans nos gènes, au fait. Heu, quand tu avais des petits dîners palestiniens, entre Palestiniens et cetera, qu'on se voyait entre Palestiniens, je te mets au défi qu'au bout des 3 premières minutes, ça parle directement de politique. On est directement dans la politique, dans la vision de la Palestine et moi, mon père, au fait, quand il invitait des gens ou quand il allait chez des gens, il me prenait avec lui et c'était, voilà, dès mon plus jeune âge, 5, 6 ans, ça parlait de politique, ça parlait de la 2e intifada, ça parlait de politique, intra-palestinienne, ça parlait de l'entité sioniste, de la stratégie, de de comment pouvoir, justement, c'était aussi les accords d'Oslo et cetera et cetera. Il y avait des doutes par rapport à ça et ça a été déjà depuis mon plus jeune âge. Mon père, au fait, si tu veux, est un militant politique, du Fatah, principalement, surtout à l'époque de Yasser Arafat et du coup, voilà, j'ai grandi avec ça, en fait et si tu veux, moi, j'étais là aussi en train d'avoir un peu cet esprit, on va dire, jeune et cetera et qui posait pas mal de questions, en fait, à mon père sur les accords d'Oslo. Parce que je voyais, au fait, au fur et à mesure du temps, que les accords d'Oslo partaient en échec, que tout cela partait en échec parce que Est-ce qu'on peut, rapidement, pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas, connaissent pas le sujet, est-ce que tu peux, rappeler ce qu'est le Fatah? Ce que sont les accords d'Oslo et la première et deuxième intifada, si ça te dérange pas? bien sûr. Alors, le Fatah, c'est un mouvement politique, qui a été né, au fait, dans les années 60, qui a été né, au fait et qui est un parti, laïque, palestinien et justement qui était et qui est toujours un mouvement de résistance, au fait. Donc, ils se sont organisés autour d'un mouvement qui s'appelait le Fatah, où ils combattaient, au fait,
suite justement à tout ce qui était Nakba, etc., qui ont combattu en Jordanie, qui ont combattu des mouvements de résistance, qui ont combattu en Jordanie contre l'occupant, contre l'occupation israélienne, au Liban. En Tunisie aussi, ils se sont retrouvés en Tunisie du coup à la suite, et après petit à petit qui a pris vraiment qui a pris une grande ampleur en fait autour des Palestiniens. Ce parti-là a décidé de rentrer suite à justement tous ces mouvements qui ont eu lieu, la guerre froide, etc., etc. Suite à l'affaiblissement de l'URSS qui était un soutien de la Russie, qui était un soutien de justement de ce mouvement-là, etc. Puis suite à cet affaiblissement-là, ils sont rentrés dans des négociations qui ont, qui ont, qui ont conclu les accords d'Oslo. Ces accords d'Oslo, en fait, ce sont des accords où les Palestiniens ont accepté 22% de leurs terres juste pour avoir la liberté et la sécurité. Quand tu dis les Palestiniens ont accepté, tu parles des politiciens ou tu parles des citoyens palestiniens? Non, principalement des politiciens, effectivement. Tout le monde n'est pas d'accord avec les accords d'Oslo. Absolument pas. À cette époque-là, tout le monde n'est pas d'accord avec les accords d'Oslo. Mais on va dire que la grande mouvance, c'était le Fatah, en fait, à cette époque-là. Et il y a eu derrière, justement, Yasser Arafat qui a signé les accords d'Oslo avec Yitzhak Rabin, et principalement pour 22% des terres en fait, initiales de la Palestine, incluant Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et pour avoir justement cette paix, cette sécurité, et aussi cette libre circulation entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'un Palestinien de Cisjordanie souhaitant se rendre à Gaza pouvait le faire, et vice-versa, et il était censé avoir un chemin qui garantissait le passage entre les deux. Dans les années qui ont suivi, vers les années 2000, il y a eu la mort entre-temps de Yitzhak Rabin, Netanyahou, le Likoud qui ont monté au pouvoir aussi à la suite. Et il y a eu Sharon qui s'est rendu à l'esplanade des mosquées et qui était clairement en fait une provocation pour les Palestiniens de Jérusalem. Ce qui a engendré la deuxième intifada. Quelle année, la deuxième intifada? Vers les années 2000, 2000, hein, c'est ça, 2000. Et en fait, pas très loin, juste après les accords d'Oslo. Et du coup, ça a engendré la deuxième intifada. Il y a eu justement la destruction à cette époque de l'aéroport à Gaza. Et en fait, ça a été l'intifada, c'est une révolte. C'est une révolte populaire. C'est les Palestiniens sans aucune étiquette politique qui se révoltent. Ce sont des mouvements d'unité, au fait, d'unité du peuple. Et du coup, ça a été, voilà, ça a été des mouvements de résistance On peut dire que c'est par le peuple, pour le peuple, en fait. par le peuple, pour le peuple, tout à fait. C'est une forme de revendication d'une démocratie, en fait. Exactement, tout à fait. Donc ça a été, et hem et en fait, petit à petit, on a vu, en fait, malheureusement, l'échec de ces accords d'Oslo. La colonisation qui a continué en Cisjordanie, le blocus en 2007 de la bande de Gaza, les conditions, de vie qui étaient, très dures dans la bande de Gaza par rapport à ce blocus-là, et les différents bombardements qui a pu avoir lieu, les différentes opérations qui ont pu avoir lieu, opération bordure protectrice, et cetera, avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre, et il y a eu le 7 octobre. Il y a eu le 7 octobre, mais j'aimerais expliquer quand même, Jérôme.
Heu, par rapport au 7 octobre, la situation en fait. On est dans une situation où la colonisation continue dans la bande de qui continue en Cisjordanie. On est dans une situation de blocus depuis 2007. On est dans une situation où il y a des bombardements intensifs dans la bande de Gaza. On est dans une situation où moi, quand je partais à Gaza, Jérôme, je me réveillais avec le son des drones sionistes pour surveiller l'ensemble de la bande de Gaza. Et c'est l'ensemble des Gazaouis qui se réveillaient avec le bruit de ces drones-là. Des bombardements aléatoires qu'on pouvait entendre à droite à gauche. J'ai un exemple, Jérôme, et pour te montrer à quel point aussi maintenant la population, malheureusement, est habituée à tout ça depuis des années et des années. Moi, j'étais parti là-bas et c'était vers les années 2010-2011. Je partais là-bas, Jérôme, et moi, tu sais, enfin voilà, t'imagines le changement, c'est-à-dire que je suis en France où je suis en sécurité, etc., etc. Je me retrouve à Gaza avec des pannes d'électricité, 6 heures d'électricité par jour, à 5 heures d'électricité par jour des fois. Et, à ce moment-là, je suis en famille et là, il y a un bombardement dans le quartier. Le sol tremble, le sol tremble, genre. Et ça, c'est bien avant le 7 octobre, je te dis ça, c'est en 2010-2011. Le sol tremble, Jérôme. Dis-toi que parmi nous tous, je suis le seul à avoir eu peur. C'est-à-dire que j'avais des enfants en face de moi, 10, 11 ans, qui n'avaient pas peur. Et moi, j'avais peur. Pour te montrer à quel point psychologiquement ils sont habitués à ça. C'est ça, en fait, qui est dur et en fait, moi, je dis c'est mon mot, c'est lunaire. Ce qui est lunaire, en fait, c'est que je sais même pas, en fait, ce qui est le plus dur. Est-ce que c'est le fait que ces gens soient bombardés, c'est-à-dire les Palestiniens soient bombardés, ou est-ce que c'est le fait qu'ils s'y soient habitués? Tu vois un peu le truc lunaire que je trouve, je trouve ça fou. C'est exactement le même sentiment que j'ai eu, Jérôme, à ce moment-là. Je me suis dit: «Mais attendez, vous» et ça fait des années et des années qu'ils sont habitués à ça. Ça fait des années et des années qu'ils sont habitués à ça et à ces bombardements-là, à ces réveils-là, à cette coupure d'électricité-là. Le seul qui est étonné quand l'électricité se coupait à un moment donné, moi je me rappelle que quand je suis parti juste après le blocus du coup, après 2007, il y a eu ces premières, voilà, c'était le début des coupures d'électricité et cetera et cetera. Mais je pensais que c'était, 1-2 minutes quoi, que ça que l'électricité allait revenir et cetera. Non, 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 c'est normal et tu te rends compte, malgré le niveau de vie, malgré les difficultés du quotidien, le sourire et la fierté. Le sourire et la fierté, Jérôme, c'est un peuple, vraiment un peuple noble et tu les vois sourire, s'amuser et faire avec tous les outils qu'ils ont à leur disposition au quotidien. Et comment te dire? Cette génération est habituée au fait malheureusement, elle ne il y a une génération actuelle qui est habituée depuis le 2007 à tout ça. Toute cette jeunesse-là est habituée à ce défi-là du blocus, du pro des problèmes d'électricité, de problèmes pour la pêche, des problèmes pour développer une économie. Parce qu'au fait aussi, il faut le dire, à chaque fois qu'il y a des bombardements dans la bande de Gaza, ça détruit l'économie palestinienne. On détruit des infrastructures, on détruit des logistiques qui sont à reconstruire. Tout ça, c'est pour détruire l'économie palestinienne. Tout ça, c'est pour empêcher le développement économique des Palestiniens, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit en Cisjordanie. Et tout ça, c'est pour justement empêcher l'épanouissement du peuple palestinien. Un autre exemple, si je peux me permettre, Jérôme, un autre exemple. Moi, je me rappelle que j'avais passé, bon, voilà, j'avais passé
les examens du bac. Juste après mon bac, après les résultats, je me suis retrouvé à Gaza pour passer les vacances, etc. en famille. Et il faut savoir que moi, j'allais, il y a une période, j'allais de 3 à 4 fois par an. À chaque fois que j'avais l'opportunité de pouvoir aller à Gaza, j'y allais. C'est un moment où je me ressource. C'est un moment où je me sens bizarrement, en fait, Jérôme, c'est un moment où je me sens en sécurité auprès des miens. Chose que je n'ai pas, tu vois, forcément ici, parce que c'est un environnement assez familial. Tu retrouves les membres de ta famille, ta grand-mère, tes tantes, etc., etc. On a une culture. Je suis gravement impressionné et que j'adore en fait. Et du coup, je me rends juste après le bac, je me rends à Gaza. Et pour te montrer à quel point l'occupation sioniste, cette perversité, au fait, c'est que juste avant le bac des Gazaouis, pendant une semaine, ils ont coupé l'électricité pour empêcher, les personnes, les élèves, les étudiants, de réviser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les étudiants révisaient avec des lampes torches, des anciens Nokia. Tu vois, en fait, ça a toujours été une source d'exemple pour moi. Je me disais, en fait, en France, j'ai tout. J'ai l'électricité, j'ai tout. J'ai pas à me plaindre. En fait, j'ai aucune raison d'être défaitiste par rapport à mes études, par rapport à quoi que ce soit, quand je vois la situation de mon peuple dans la bande de Gaza. Oui, parce que c'est une vraie comparaison avec ce qu'il peut y avoir là-bas et ce dont il puisse manquer. Alors, que ce soit les citoyens, que ce soit les élèves, enfin les étudiants, les gens, c'est en fait, tu as une, ouais, j'allais dire, t'as un monde entre la France où du coup tu te sens en sécurité parce qu'il n'y a pas ces bombardements et puis ces choses-là, et puis que c'est un pays dit en paix, si on peut dire ça comme ça. Et de l'autre côté, c'est un pays qui a toujours, comme tu le dis avec tes propres mots, été habitué à la guerre et mais tu te sens aussi en sécurité parce que tu as la cellule familiale. C'est ce que je peux comprendre, c'est ça. Alors revenons en France et je vais maintenant te faire passer. Alors je vais enlever le côté personnel, on y reviendra après. Je vais te faire prendre un peu de hauteur et je vais te demander comment tu vois du coup euh, des personnalités en France, par exemple, sur le niveau politique et médiatique, qui disent des phrases lunaires comme Israël est l'armée la plus morale du monde, des meilleurs Habib, la position de la France par rapport à Netanyahou, par rapport à tout ce qu'on a entendu, parce qu'on va pas se mentir, on a entendu des dingueries et des dingueries sur les plateaux médiatiques. Euh, Comment, toi qui as vécu, qui vit ça quand tu te rends là-bas, ou du coup quand tu te rendais là-bas, est-ce que, j'allais te demander, est-ce que la France est sérieuse? Tu vois ce que je veux te dire? Alors, on, on va prendre petit à petit les choses, effectivement. Armée morale. Une armée morale qui, selon l'ancêtre, a, tu- a tué 180 000 personnes dans la bande de Gaza, 70% des femmes et des enfants. C'est de cette armée morale qu'on parle. Armée morale, une armée qui commet un génocide à Gaza. C'est pas Jihad el-Fakawi qui le dit, c'est Amnesty International. Qui- Armée morale qui filme des vidéos sur TikTok et qui les partage de torture de Palestiniens dans la bande de Gaza. Armée morale, et ça, c'est un cas personnel de ma famille, où ils sont rentrés
ils sont rentrés dans mon domicile familial et qui se sont permis de vider tout ce qu'il y avait à l'intérieur avant de détruire ma maison familiale en s'amusant et en dessinant longue vie à Israël, mort aux Palestiniens, et qui détruisent ma maison. On, on parle de quelle armée morale, en fait? De quoi parle-t-on, en fait? Et c'est pas que depuis le 7 octobre. C'est pas que depuis le 7 octobre 2023. Ouais, c'est ça, parce que quand on écoute moi je les appelle pas des journalistes, c'est des propagandistes. Euh, c'est des propagandistes pour moi. Quand tu les écoutes sur les plateaux TV à, comment dire, à prendre position, parce qu'ils prennent clairement position pour Israël, ce que tu viens de raconter, c'est catastrophique. Je trouve ça catastrophique que toi, tu sois en face de personnes comme ça qui, eux, sont dans leur grand confort et leur grand salon parisien, expliquer que c'est l'armée la plus morale du monde. Tu sais de qui je veux te parler? Je te parle de mecs comme Meir Habib, par exemple, tu vois? Des mecs comme ça. Bien sûr, qui te dit que la Cisjordanie n'existe pas. Ouais, voilà. Déjà, nous, en tant que Français qui ne sommes pas intégrés dans le conflit proprement dit, on ne le vit pas, on n'est enfin voilà, on voit ça d'un œil extérieur, on est scandalisé. Toi, vraiment la question que j'aimerais te poser, au plus profond de toi, quand tu entends ces gens-là, ouais, qu'est-ce que tu en penses, quoi? T'as juste envie d'être invité, de rebondir et de répondre, au fait, tout simplement. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'on t'a déjà demandé d'intervenir? Alors peut-être pas sur des gros mainstream, mais sur des petits médias? Mais ni moi, ni d'autres personnes de la communauté palestinienne. Ni moi, ni d'autres personnes de la communauté palestinienne. Aucun Palestinien, mis à part l'ambassadrice de Palestine en France, que j'ai vue sur quelques plateaux, sur France 24, etc., etc. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Mais c'est quoi les questions qu'on lui pose? Des fois, c'est jusqu'à aujourd'hui, mais que pensez-vous du 7 octobre? Comme si tout avait commencé le 7 octobre. Du coup, à chaque fois, elle fait un retour sur l'histoire pour expliquer. Condamnez-vous le 7 octobre. Rien que cette phrase, Jérôme, cette phrase est bien préparée par justement ces médias-là. Parce que répondre à cette question, c'est déjà en fait inverser les rôles. C'est-à-dire que oh, ce sont eux les pauvres qui sont oppressés depuis des années et des années, et c'est le peuple palestinien qui attaque. Et du coup, à partir de là, est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé le 7 octobre? Qu'est-ce que vous savez du 7 octobre? Quand tu dis le peuple palestinien, tu considères qu'eux ne font pas la différence entre le Hamas et le peuple palestinien? Non, pas du tout. Ce sont les Palestiniens sont des ennemis. Les Palestiniens sont considérés comme des animaux. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les dirigeants israéliens, sionistes, qui disent que les Palestiniens présents à Gaza sont des animaux, que Gaza doit être annexée, que la Cisjordanie doit être annexée, qu'elle doit être colonisée. C'est pas moi qui le dis, ce sont leurs propos. Et, et ces propos-là ne dérangent personne, ne dérangent absolument personne. Pour eux, c'est le Hamas qui veut mettre les Juifs à la mer. Je ne sais pas d'où ils sortent ces phrases-là, mais en gros, c'est la vision de l'ensemble des Palestiniens. Quand on dit, par exemple, la Palestine aux Palestiniens de la mer au Jourdain, c'est en gros les Juifs, on les jette à la mer. Ça, tu fais référence à Rima Hassan qui avait dit ça, c'est ça? Par rapport à cette phrase-là? Exactement, par exemple. Donc maintenant, Rima Hassan serait, par exemple, antisémite. Mathilde Panot, antisémite. Ouais, toute la France insoumise, sont antisémites. En gros, tous ceux qui La France insoumise est antisémite, les Palestiniens sont antisémites.
Amnesty International est antisémite parce qu'elle a dit que ce qui se passait à Gaza est un génocide. L'ONU est antisémite. Le pape est antisémite. Du coup, la Cour pénale internationale aussi, puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou, donc elle est aussi antisémite. Bien sûr, elle est antisémite aussi. Alors que il faut distinguer déjà antisémitisme et antisionisme. Et après, au-delà de ça, distinguer aussi tout ce qui est antisionisme et la critique de ce qui se passe actuellement à Gaza. Par exemple, les bombardements que subissent les Gazaouis, la critique de l'armée d'occupation, etc., etc. Parce que sinon, Dominique de Villepin est aussi antisémite. Pourtant, on parle d'une personne qui vient de la droite française C'est ça. Donc du coup, ma et question qui, ouais, oui, bah, excuse-moi, vas-y. vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y, vas-y. Et du coup, qui vient de la droite française et à l'époque de Jacques Chirac, etc., etc., et qui demande uniquement le respect du droit international. Et du coup, bizarrement, il devient antisémite, il devient voilà, une personnalité à ne pas fréquenter. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, il y a le bon politicien et le mauvais politicien. Le bon politicien, ça va être celui qui ne remet pas en cause le sionisme expansionniste du Likoud. Et le mauvais, bah, c'est celui, tu vois, qui va dire, bah, comme De Villepin, par exemple, bah non, en fait, du coup, il y a peut-être un problème là-bas, il faudrait peut-être qu'on jette un œil, quoi. Donc, la question sur laquelle je rebondis, c'est est-ce que tu penses que l'ingérence israélienne, alors quand je dis l'ingérence israélienne, je parle bien du projet sioniste, hein, euh, en France, est-ce que pour toi, tu penses qu'elle est infiltrée à tous les niveaux à un point qu'on ne pourra plus, à l'heure d'aujourd'hui, euh, s'en séparer, j'allais dire proprement, c'est pas le mot approprié, mais plutôt de s'en séparer sans un changement de gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement qui sera, du coup, comme tu l'expliquais avec Jacques Chirac, qui n'était pas spécialement soumis à l'ingérence israélienne et au projet sioniste international, hein, parce qu'il n'y a pas que la France, hein. Il y a aussi l'AIPAC aux States, il y a le CRIF en France, il y a plein de choses. Bien sûr. Ou alors, est-ce que tu penses que c'est possible de faire ouvrir les yeux? Nous, par exemple, par Reactone, c'est ce qu'on essaye de faire, de faire ouvrir les yeux sur ce sujet-là, sur ce projet-là, et bien entendu sur tous les exactions pardon, sales par rapport aux Palestiniens et puis à tout ce qu'ils font là-bas. Alors ma question est un peu longue, mais en gros c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de faire ouvrir les yeux aux gens et que tout se passe d'une autre manière, ou tu penses que c'est fini, quoi? L'ingérence est trop là et qu'on s'en séparera jamais, quoi? Là, justement, j'en viens dans le terrain du militantisme. Les associations comme AFPS, les associations comme Euro-Palestine, les associations comme Urgence, les collectifs comme Urgence Palestine, les ONG comme Palmed, les ONG comme Save the Children, tout ça permettent de mettre en lumière la cause palestinienne. Là, je parle bien sûr dans l'aspect militantisme, etc. On peut revenir après dans le terrain politique. Par exemple, l'AFPS, qui est l'Association France-Palestine Solidarité, qui n'existe pas depuis le 7 octobre, qui existe depuis les années 2000, justement, Seconde Intifada, etc., etc. Qui existent depuis longtemps, qui sont sur le terrain depuis longtemps, et qui dénoncent ce qui se passe actuellement en Palestine, pas depuis aussi uniquement depuis le 7 octobre, mais bien avant, qui dénoncent la colonisation, qui dénoncent le meurtre de Shirin Abu Akleh, par exemple, qui est une journaliste américano-palestinienne, qui a été tuée par l'entité sioniste. Ça pose aucun problème. Et ce sont des associations, justement, qui permettent d'apporter ce savoir-là, justement de, de, de donner cette connaissance de la Palestine qui n'est ni présente dans le cursus de l'éducation nationale, dans les livres d'histoire de Nathan, etc., etc.,
et qui permettent justement de montrer cette culture, de montrer justement les différents leviers qui nous permettent d'agir à notre échelle, localement et aussi à l'échelle nationale, pour pouvoir justement agir pour la cause palestinienne. Alors je suppose que c'est des manifestations, des prises de parole? Est-ce que vous avez un impact dans enfin, pas un impact, mais est-ce que vous faites des actions fortes? J'ai vu que dernièrement, on a relayé d'ailleurs à React One, vous étiez parti jusqu'en à la Cour européenne, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça? Hem, la FPS, elle est partie jusqu'à la Cour européenne manifester, hein? Ah oui, 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 à Strasbourg, tu veux dire? À Strasbourg, pardon. Ouais, excuse-moi, j'ai oublié de situer, ouais, voilà. Est-ce que ça passe par des actions, concrètes ou, il y a une id co comment en fait comment la FPS le travail qui est le sien, celui de sensibiliser à la cause, celui de voilà, de faire comprendre aux gens, ce qui se passe là-bas, comment vous faites ça? Est-ce qu'il y a un vrai travail de Il y a en fait, on agit de différentes manières avec la FPS. Il y a la partie manifestation, comme tu le disais, mobilisation, avec justement ces prises de parole. Ces prises de parole qui, sont souvent des moyens pour informer les manifestants de ce qui se passe en Palestine avant, après le 7 octobre 48, jusqu'à aujourd'hui, et qui permettent de donner ce savoir-là. Ces manifestations qui sont aussi un lieu de rencontre, qui permettent aussi de faire adhérer dans les associations palestiniennes et justement de créer justement ce groupe-là qui va permettre d'agir pour la Palestine, ou plutôt pas de le créer, mais plutôt de l'augmenter, de l'enrichir. Puis, après, tu as des actions qui sont menées, des actions de boycott. Ces actions de boycott, comme des actions BDS comme Carrefour, où justement Carrefour est impliqué directement dans ce qui se passe à Gaza, avec justement le fait que Carrefour ait livré des colis alimentaires à cette armée-là, qui va la nourrir pour bombarder des Palestiniens dans la bande de Gaza. Ils sont aussi implantés dans des colonies en Palestine. Et ça ne respecte pas le droit international. Il y a aussi des actions de boycott avec BNP, par exemple. BNP qui va financer justement Israël pour combler son déficit économique, et qui va justement prêter de l'argent. Il y a aussi justement d'autres banques à boycotter comme AXA, etc. Il y a le domaine événementiel, où on va organiser des événements. On va organiser des projections cinématographiques sur ce qui se passe à Gaza. Northern, par exemple, qui est diffusé actuellement. Gazastrophe, qui explique justement que, que tout ce qui se passe n'a pas commencé le 7 octobre, qu'il y a eu déjà des bombardements bien avant le 7 octobre. Et ça a été réalisé bien avant le 7 octobre. Donc, on va diffuser aussi des films qui vont parler de l'histoire de la Palestine. donc ça, c'est sensibiliser les gens, à la pédagogie idéologique de ce qui se passe là-bas et puis historiquement des choses et tout ça. Exact. Et est-ce que est-ce que vous sentez que vous avez des appuis, politiques? Par exemple, on a vu la France insoumise qui était très axée sur le conflit, qui lâchait pas l'affaire et qui appuyait, chacune des manifestations de la FPS. On a vu que sur le terrain, ils y étaient et on a couvert, nous, à Réactuel, l'événement. Est-ce que à part la France insoumise, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres groupes politiques qui sont intéressés par la sensibilisation? Ou alors au contraire, tu penses qu'ils sont très fermés parce q et moi j'ai pas peur des filtres, parce qu'ils sont dans l'autre camp? Alors, tu as, d'autres groupes politiques, tu as le NPA qui sont souvent présents aussi avec la cause palestinienne, tu as les partis communistes, etc., etc. Et après,
as les partis historiquement qui étaient au pouvoir. On va dire, euh, des fois, le Parti socialiste, qui vient nous, si je peux me permettre, nous donner des leçons en nous disant que on est pour la reconnaissance d'un État palestinien, etc., etc., etc. Rappelons que François Hollande était président de la France, faisait partie du Parti socialiste, et on a vu ses prises de position, en fait, par rapport à la Palestine. Il parle de dommages collatéraux sur ce qui se passe à Gaza. Je ne sais pas si on se rend compte, on parle d'un président qui est censé être de gauche et qui est censé avoir comme dans son programme la reconnaissance de l'État de Palestine à l'époque. On n'a rien vu de tout ça. Et qui sont en train de nous dire aujourd'hui, la solution, ça serait de reconnaître l'État palestinien. Où étiez-vous avant le 7 octobre? Vous aviez le pouvoir. Qu'est-ce qui vous a empêché de reconnaître l'État palestinien? La droite, pareil. Macron, pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, il nous parle de reconnaissance de l'État palestinien, etc., qu'il faudrait. Mais où étiez-vous avant le 7 octobre pour cette reconnaissance-là? Et les appuis politiques principalement, c'est NPA et LFI. Et ce sont justement ceux qui ont des condamnations pour apologie du terrorisme. Ce sont eux qui sont attaqués par rapport à ça, qui sont en train d'avoir une voix qui suit le droit international. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Pourquoi ils ont rejoint, je veux dire, pourquoi ils sont main dans la main avec la FPS? Parce que la FPS, sa boussole, c'est le droit international. Sa boussole, c'est le droit international. Et ce sont ces personnes qui demandent l'arrêt du génocide à Gaza qui sont attaquées en justice pour apologie du terrorisme. Par contre, Meilleur Habib, aucune, aucune action en justice par rapport à lui, ça passe. Et c'est ce qui est surprenant. C'est pas le seul en plus, hein. Et c'est pas le seul. Il y en a plusieurs où il devrait être attaqué clairement pour apologie du terrorisme contre les, contre les Palestiniens. C'est clair. Et il n'y a rien qui est fait par rapport à ça. Et, et j'aimerais justement revenir par rapport à ça, Jérôme. C'est que on peut parler au fait de ce qu'a pu apporter les puissances occidentales avant le 7 octobre. Jérôme, j'aimerais au fait qu'on se mette dans la tête d'un Palestinien, dans la tête d'un Palestinien de Gaza, qui vit à Gaza. Je vais juste, par exemple, te parler de ma tante. Ma tante, elle a perdu un de ses fils en 2014 à Gaza à cause du phosphore blanc. La question, c'est où est la justice dans tout ça? Son fils est mort et rien n'a été mené pour rendre justice à son fils. Rien. Son fils est mort à cause d'une. On sait c'est qui le coupable, on sait que c'est l'entité sioniste. Et c'est pas le seul cas. Moi, je te donne un cas personnel. Il y a des milliers et des milliers de cas. Et là, moi, je veux juste te montrer que bien avant le 7 octobre, tu avais ces attaques-là incessantes. Le manque de nutrition à Gaza, les problèmes de nutrition à Gaza, le blocus à Gaza, ce ne sont pas des choses qui sont condamnées par l'ONU. Le blocus à Gaza est condamné par l'ONU. Qu'est-ce qui a empêché le blocus? Rien. Pourtant, le droit international le dit clairement. Et au fait, les Palestiniens en fait, ont compris que rien n'est fait pour leur justice à eux, au fait, sous le prétexte qu'ils sont palestiniens. Tu penses qu'ils pensent
Que le monde les a abandonnés ou pas? Bien sûr, bien sûr. Je parle pas bien sûr des associations, et Ouais, cetera. non, bien sûr, je parle des Je politiciens, parle de moi, je l'homme parle des politique. politiciens, hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que on peut analyser le 7 octobre et encore une fois, je demande vraiment qu'il y ait des enquêtes sur le 7 octobre et Michel Collomb en parle bien. Il a fait un livre sur le 7 octobre, sur lequel il décrit justement et il explique que le 7 octobre, il y a énormément de mensonges et de propagande qui est fait à travers ça. Mais au-delà de ça, au-delà de cet aspect-là, en fait, si tu veux. Avant le 7 octobre, dis-moi qui parlait de la Palestine. Nous? On a parlé de politique, hein? On a parlé de politique. Ouais, bien sûr, On a bien parlé sûr. de Non, politique. non, c'est vrai, tu as raison, pas On grand a monde. parlé de politique. Toi, tu avais, on va dire, un parcours d'artiste avant Jérôme, etc. Mais on va dire de politicien. Qui parlait de la Palestine? Au contraire, il y avait des accords les accords d'Abraham qui étaient signés à droite à gauche pour la reconnaissance d'Israël. L'Arabie Saoudite, c'était en cours. Le Maroc, ça a eu lieu. Les Émirats arabes unis, ça a eu lieu. En fait, on attend quoi, en fait? On attend quoi des Palestiniens? Qu'ils continuent à mourir? Qu'ils se taisent? Qu'ils n'existent plus? Qu'ils continuent à souffrir dans ces conditions-là? Qu'on n'en parle plus du tout? Ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des humains comme nous. Ils n'ont pas le droit de vivre, de circuler, de boire, de manger librement, de pouvoir sortir, de pouvoir voyager. On parle de la bande de Gaza. C'est un territoire qui est très très petit. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit de voyager comme tout le monde. On parle de la Cisjordanie. Pareil, si dans Cisjordanie tu veux sortir, tu as des autorisations de sortie, etc. etc. Des jeunes de 19 ans, 18 ans qui subissent des interrogatoires de 4, 5, 6 heures par l'armée d'occupation alors qu'ils ont des autorisations de sortie. Et explique-moi en quoi c'est normal qu'on est obligé de passer par une autorité israélienne pour pouvoir sortir. Jérôme, il y a un autre exemple, hein, c'est simple. Je te prends même des présidents français. Macron. Macron, il a promis de sortir 40 enfants en situation, en situation hospitalière très compliquée. 40 enfants en novembre 2013. D'accord? 40 enfants parmi 20 000 enfants dans des situations très compliquées. Donc, il s'est engagé à 40 enfants. Jusqu'à aujourd'hui, il en a sorti 17. 17 de la bande de Gaza pour pouvoir les soigner. Il a promis 40 sur 20 000. Et sur les 40, parce qu'il y a une liste qui a été faite, sur les 40, il y a eu plusieurs morts parmi les enfants qui étaient censés sortir. Tu trouves ça normal? Et c'est le président tu vois, c'est le président de la France, donc c'est-à-dire qu'il est censé avoir un pouvoir par rapport à ça, qui est censé avoir quand même des facilités par rapport au fait de pouvoir sortir des enfants et qu'il a promis. Il a promis franchement 17 enfants. Alors après, tu parles de 2013, de Macron en 2013, et il était pas encore, président. Il est arrivé en 2017, Macron, à la présidence 2023, française. excuse-moi, 2023, j'ai dit 2013. Excuse-moi, 2023. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. C'est normal que je rééquilibre les choses, de mon côté. Parce que je Non, t'entendais dire des dates et tout, je commençais à me dire, bon. Mais, oui, excuse-moi, Jérôme. non, non, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Non, non, c'est absolument pas normal, et Macron, il a un pouvoir, enfin, la question se pose d'ailleurs. Est-ce qu'il a un pouvoir d'arrêter ça, ou en tout cas de faire pencher la balance, quand tu sais il met corps et âme, où tu le vois avec Zelensky, tu le vois avec, enfin, tu le voyais à l'époque avec Poutine, tu le vois avec Trump et tout ça, essayer d'être l'Avengers du monde moderne, et que là, du coup, il fait rien, parce qu'on peut dire à l'heure d'aujourd'hui qu'il fait rien, hein, on va pas se mentir. Moi, du coup, la question que je pose, c'est, jusqu'à quel, niveau on est dans du conflit d'intérêts? Et je parle au niveau national des choses, et voire international des choses.
Tu vois ma Bien question? sûr, je vois ta question. Bien sûr, on est dans le centre d'intérêt. Regarde, la France est impliquée dans ce qui se passe, au fait, actuellement à Gaza. C'est c'est pas que elle est une position neutre, c'est qu'elle est impliquée. On a des groupes comme Thales et Dassault. La France, le gouvernement français est actionnaire à 50%. Et il livre des armes à Israël. Donc on est totalement impliqué dans tout ça. Et en 2024, en octobre 2024, il vient dire dans les plateaux télé, quand bizarrement on attaque le Liban, qui forcément a des intérêts avec la France, on commence à dire la France ne fournira pas d'armes à Israël. Et au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps? Quand tu regardes ce qui a été fait, par exemple, par rapport au Liban, je vais te donner juste une comparaison assez simple. Et bien heureusement pour mes frères libanais aussi qu'il y a ce cessez-le-feu-là, qu'il y ait l'arrêt de ce massacre qui a eu lieu aussi au Liban. Mais je veux juste comparer justement les centres d'intérêt, parce qu'on parlait de centres d'intérêt. Moi, Jihad, je parlais plutôt de conflit d'intérêts, qui est Ah, oui, une nuance, mais vas-y, je te laisse poursuivre. ok, ok, on va revenir sur les conflits d'intérêts après, bien sûr. Euh, Par rapport aux centres d'intérêt, après je reviens sur les conflits du coup. Sur les centres d'intérêt, on regarde qu'il y a eu une levée de fonds assez rapide pour le Liban. Tu l'as vu, hein, ça a été fait dans les médias. Et justement, il y a eu un cessez-le-feu assez rapide au Liban avec l'intervention du gouvernement français et américain en échange de l'immunité pour Netanyahou, pour qu'il puisse venir en France. Quand tu compares avec les Palestiniens, si tu as vu dernièrement, il est parti en Arabie Saoudite, Macron, et à la sortie de l'Arabie Saoudite, il a dit, bon, on va parler de la création d'un État palestinien en juin 2025. En juin 2025. C'est pas urgemment, c'est en juin 2025. La création de l'État palestinien devait avoir lieu après les accords d'Oslo, en 94. Et il veut nous revenir en juin 2025 pour parler de la création d'un État palestinien. Ouais, pour lui, il y a pas d'urgence, quoi. Il n'y a pas d'urgence. La situation des Palestiniens n'est pas urgente. Et c'est pas depuis le 7 octobre, c'est depuis bien avant. On revient par rapport au conflit d'intérêts. Accord d'association. UE, Israël. Israël est le premier partenaire économique de l'Union européenne. Donc, comment veux-tu que lui, personnellement, prenne des décisions sans penser à ça, sans penser à ces intérêts-là? Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il prenne une position par rapport à ça, parce que lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est maintenir ses intérêts personnels, économiques dans l'UE. Et en fait, il suffirait de... Tu veux arrêter, tu veux arrêter ce qui se passe à Gaza? Suspends l'accord d'association. Suspends-le. Tu vas voir que d'ici la semaine prochaine, ou d'ici 2-3 semaines, Israël arrêtera. Parce que tu vas menacer sa survie économique. Et en fait, tout à l'heure, on parlait des gouvernements arabes. La Jordanie a des accords économiques avec Israël. Chaque jour, elle livre de la nourriture à l'entité sioniste. Chaque jour. La Turquie fait passer du pétrole dans ses terres à destination d'Israël. Quels sont les leviers qu'on peut faire? Dans le passé, on a vu qu'il y a eu des chocs pétroliers. On pourrait
Par exemple, les gouvernements arabes pourraient dire: je ne vends plus de pétrole. Il y a un choc pétrolier. Et là, tu vas provoquer une réaction qui est plus forte que des paroles. Il va y avoir des actes. Mais est-ce qu'il la souhaite, cette réaction? Tu vois, c'est ça, moi, la question que je me pose. Est-ce qu'il la souhaite? Parce que quand je te parle de conflit d'intérêts, c'est là où tout le comment dire? Où toute la boue en dessous remonte et du coup, autant tu nous disais tout à l'heure, ouais, Macron, il faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des choses et alors moi, je suis d'accord avec toi. Comment expliquer que et d'ailleurs, je vais revenir sur 2 choses parce que j'ai 2 questions en même temps. Comment expliquer que en France, alors je ne sais pas si tu es au courant ou pas, mais tu sais, il y a quand même 2 petites micro bonnes nouvelles à ça. C'est qu'on a un groupe, grâce à la France insoumise, hein, d'ailleurs, il me semble, Nadège Abo-Mangoli, si je dis pas trop de bêtises, un groupe d'amitié, France-Palestine, qui est entré à donc ma première question, c'était: «Qu'est-ce que tu en penses?» Deuxième question qui va avec la première, l'Espagne ont un ambassadeur, palestinien, je sais pas aussi si tu es au courant, qui est entré à l'Assemblée. Alors si j'ai pas trop de bêtises, je crois que c'est ça. Alors c'est 2 micros bonnes nouvelles, mais ça bouge. Ma question centrale, est-ce que tu penses que il y a eu un avant le 7 octobre, où tout le monde se taisait et cetera et puis ne reconnaissait pas les choses. Est-ce que tu penses qu'après le 7 octobre et je parle pas du coup de l'événement, mais plutôt des lignes, des politiciens, des lignes de la population, des lignes tu vois? Est-ce que ça va dans le bon sens pour, alors ma question est longue, mais pour, heu, tu vois, pour que tout ça change, pour qu'il se passe des choses, alors des petites choses, mais qu'il se passe quand même des choses qui avant ne se seraient pas passées, tu vois ce que je veux te dire? Et comment tu vois les choses et comment tu vis le truc, quoi? Bien sûr. Alors, ce sont des pas qui sont quand même importants. Ce sont des pas qui sont quand même importants, qui devaient avoir lieu, bien sûr, avant le 7 octobre, mais qui sont quand même importants. La création d'une amitié, France-Palestine est importante. Le fait de voir, Hala Abou Hassira, du coup, ambassadrice, palestinienne de France, être invitée, pour répondre justement à des questions, aux questions des députés et où je trouve qu'elle a pu justement apporter une voix palestinienne, peu importe. Qu'elle a eu cette possibilité de répondre aux députés, que ce soit, de l'extrême droite, à la gauche, à gauche et extrême gauche bien sûr, mais qu'elle a pu répondre à l'ensemble des questions et apporter justement une voix, au fait, palestinienne. Je trouve ça important. La reconnaissance de l'État de Palestine par l'Espagne, est à saluer, pas uniquement par l'Espagne, bien sûr, il y a l'Irlande, et cetera, qui ont rejoint le mouvement. C'est bien parce que ça permet justement de poser des institutions, palestiniennes dans ces pays-là, en fait. D'avoir, parce qu'effectivement, là, on parle d'ambassadrice de de palestinienne en France, mais il faut savoir que, officiellement, c'est mission de Palestine. Donc c'est pas réellement une ambassade, parce que pour justement avoir cette création d'ambassade, il faut cette reconnaissance de la Palestine. Donc en fait, ce sont des étapes essentielles pour apporter la voix palestinienne aussi. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'il y ait une amitié, France-Israël et qu'il y ait pas d'amitié, France-Palestine. C'est pas du tout normal. Heu et heu et voilà, donc pour moi, ce sont des pas qui sont symboliquement importants et qui quand même agacent l'entité sioniste. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu penses que ça a pas mis un coup à la mafia étatique, du côté sioniste, international plutôt, tu vois? Et que ça a du coup ouvert, l'idéologie populiste de ça, tu vois? En ouais, comme tu le dis, c'est le mot, en agaçant clairement les esprits de l'autre côté et c'est pour ça que ça réagit, tu as vu sur les plateaux français médiatiques et même à l'international, tu sais, ça cogne sec, hein, tu vois ce que je veux te dire? Donc toi, tu penses que ouais, ça a joué? Ça a joué, bien sûr que ça joue, parce que surtout aussi, tout à l'heure, on parlait du Likoud.
parler du Likoud, elle, elle a une stratégie de violence, comme l'ensemble aussi des partis israéliens. Mais il y a une stratégie de violence derrière tout ça, c'est que elle ne veut pas de, elle ne veut pas d'État palestinien. Elle ne veut pas de Palestiniens. Elle veut en fait avoir une stratégie où les Palestiniens sortent de la terre de Palestine, qui vont en Cisjordanie ou qui vont en Jordanie, pardon, ou qui aillent en Égypte ou ailleurs. Et pour le restant, il faudrait que ce soit possiblement des Arabes israéliens qui aient moins de droits que les autres et qui vivent comme ça et qui vivent dans ces conditions-là. Le Likoud ne reconnaît pas l'État de Palestine, ne reconnaît pas la Palestine. On dit que le Hamas ne reconnaît pas Israël, mais est-ce que le Likoud reconnaît la Palestine? Le Hamas, en 2017, a reconnu les frontières de 67. Est-ce que je pourrais aujourd'hui avoir clairement les frontières de ce qu'ils appellent l'État israélien? Et en plus, justement, en parlant du Likoud, lui, sa position, c'est avoir le grand État d'Israël. Grand État d'Israël, c'est une partie de l'Égypte, le Sinaï égyptien, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite, etc. Donc, ça, c'est dans leur pièce, dans la pièce l'Agora, et tu vois clairement le grand État d'Israël. Et c'est ça leur stratégie, et c'est pour ça qu'on ne parle pas de frontières. Et c'est ça leur stratégie. Donc, à partir du moment, Jérôme, où tu reconnais l'État palestinien, ça les dérange. Parce que c'est pas dans leur idéologie, c'est pas dans leur idée. Et ça a un impact. Ça a un impact chez eux, effectivement. Je vais revenir sur toi personnellement et puis sur. C'est une question que je me suis toujours posée parce que du coup, tout ce qu'on entend sur les mainstream à gauche et à droite, quelle relation vous avez avec le Hamas, vous les Palestiniens? On sait que le Hamas, ils ont été élus démocratiquement, si je dis pas de bêtises. Alors je sais plus la date, hein, mais dis-moi si je dis des bêtises ou pas. Euh, et comment toi tu le vois, comment les Palestiniens voient le Hamas et comment est-ce qu'on nous ment côté français en nous expliquant que c'est un groupe euh, terroriste, hein. Encore faudrait-il savoir qui tire les manettes de qui est terroriste ou pas. Comment tu vois les choses? Moi, c'est une question en tant que Français que je me pose. Quelle relation vous avez avec le Hamas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien pour vous? Est-ce que ça impacte Israël, la Palestine directement? Dis-nous un peu ces choses-là, comment que toi tu vois les choses? Alors, pour revenir à ta question sur les dates, du coup, c'est les élections législatives qui ont eu lieu à Gaza dans les années 2006. Voilà, merci. Je te remercie. Excuse-moi pour la. Du coup, ils ont gagné de manière démocratique les élections, sous surveillance de l'UE à l'époque, du coup, qui a validé les élections et, euh, et du coup, le Hamas a gagné les élections législatives à Gaza. Le Hamas, c'est un parti politique palestinien, comme le Fatah, et, qui a juste, en fait, une boussole qui est assez différente, qui est assez différente, qui a, qui n'était pas d'accord du tout avec les accords d'Oslo. Et c'est comme ça que justement, en fait, il y a eu la montée du Hamas. La montée du Hamas a eu lieu principalement suite aux échecs des accords d'Oslo. C'est un mouvement aussi de résistance euh, et, euh, et c'est un mouvement qui est justement qui dirigeait la bande de Gaza. Les élections Le résultat des élections n'a pas plu à Israël. Du coup, ils ont imposé après à la suite un blocus. Un blocus. Euh,
Donc, face aux conséquences de ce blocus-là, si nous, on serait resté sur ce blocus-là, Jérôme, euh, en fait, il y a eu des réactions en fait à la suite. La réaction, ça a été des réactions de résistance. C'est-à-dire que on nous parle beaucoup de tunnels, mais en fait, ces tunnels ont été la conséquence du blocus à Gaza. C'est-à-dire que par ces tunnels-là, on pouvait acheminer de la nourriture qui rentrait à Gaza. Donc ça a été des actions, des choses qui ont été réalisées par le mouvement du Hamas, par le parti du Hamas, etc., pour répondre à cette problématique du blocus, Ouais, de besoin, quoi. De besoin des Palestiniens. de besoins des Palestiniens, tout à fait. Comment dire? Et le Hamas, en fait, a sa popularité à Gaza, mais bien sûr, comme la politique française, comme dans les autres politiques, voilà, tu as des personnes qui sont pas forcément favorables au Hamas, mais politiquement, d'accord? Qui peuvent être en contradiction politique avec le Hamas, comme le Fatah, comme le MPLP, comme d'autres mouvements en fait palestiniens. Mais derrière tout ça, derrière tout aussi l'aspect qui est résistance, etc., il n'y a rien à dire. C'est un mouvement de résistance. Sur l'aspect résistance, c'est un mouvement de résistance. Et sur ça, il y a une unité au fait des Palestiniens, sur ce terme de résistance. Et après, c'est juste vraiment l'aspect politique sur comment gérer la bande de Gaza, etc. Comment il est vu à Gaza, ben, voilà, tu as des pros Hamas, tu as des pros Fatah, tu as des pros. Mais c'est un peu comme je te dis, hein, c'est un peu comme chaque pays qui a ses Ouais, c'est mouvements. un peu comme la politique française avec les groupes, quoi. C'est un peu ça, Voilà, quoi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et quand on te parle de mouvements terroristes, de mouvements, etc., euh, moi je me pose la question. Alors, je me pose différentes questions. C'est que déjà, le 7 octobre, j'ai besoin d'avoir ces vérités sur le 7 octobre. Et c'est pas ce qu'on dit dans la presse, dans cette propagande en fait qui est dite à droite à gauche. J'encourage vraiment les gens à lire le livre de Michel Collomb sur le 7 octobre, qui explique ce qui s'est passé principalement ce jour-là. Euh, c'est un mouvement de résistance et au fait, c'est un mouvement qui a été, qui a eu sa popularité par rapport au fait des échecs des accords d'Oslo. Et par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, Jérôme, quand tu as ta mère, ton père, des membres de ta famille qui sont morts et qu'il n'y a pas de justice pour eux, viens pas juger les Palestiniens sur les moyens de résistance qu'ils vont choisir. Parce que les Palestiniens ont accepté les accords d'Oslo, encore une fois, pour la paix et la sécurité. À partir du moment où il n'y a pas de droit international, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est appliqué, il n'y a pas d'application de droit international. Tout le monde voudrait son application, mais rien n'est fait pour pouvoir l'appliquer. Dis-moi, moi personnellement, Jérôme, j'ai perdu un cousin, une cousine, très proche, depuis le 7 octobre. Dis-moi qui va me faire justice pour eux. Ils ont été tués. Les criminels, ils sont là, ils sont présents. Et c'est pas que depuis le 7 octobre. Dis-moi, donne-moi juste quelques soldats de l'armée d'occupation qui ont été jugés. Aucun. Et au fait, le souci est là. En fait, le souci est là. Le souci est face à l'impuissance des moyens qui sont donnés pour appliquer le droit international. Et à partir de ce moment-là, on peut, on peut pas reprocher au fait les moyens qu'utilisent les Palestiniens. Parce que si tu veux leur reprocher, va vivre leurs conditions de vie. Va vivre leurs conditions de vie. Va à Gaza, Macron ou autres, tous ceux qui sont justement, tu le disais tout à l'heure, dans leur château, etc., dans leur luxe. Allez à Gaza. Allez vivre 2 ans là-bas.
on va vous tuer votre mère et votre père, et allez nous dire, et sortez de là-bas en nous disant qu'il faut une solution uniquement de paix sans justice. Au fait, le problème derrière tout ça, c'est les moyens que tu mets en place pour appliquer le droit international, la justice et la stabilité après de la paix. Mais si tu n'appliques pas la justice, il n'y aura jamais de paix. Et le problème, c'est que tu as toujours un oppresseur et un opprimé, un puissant qui bénéficie de l'aide de tous les pays occidentaux face à une population palestinienne qui résiste. Qui résiste depuis 48 et aussi bien avant, depuis que justement il y a eu cette immigration massive de juifs en terre de Palestine lors de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on a imposé aux Palestiniens un plan de partage de ces terres, et sur lequel tout est permis et que tout ça a été accepté, et qui a été, comment dire, qui a été une population palestinienne qui a été punie pour un crime qu'elle n'a pas commis. Parce qu'on nous dit souvent, mais pourquoi vous importez le conflit en France? Pourquoi vous importez le conflit en France? Mais ce sont les Européens qui ont déplacé ces populations vers la terre de Palestine. Ce sont les Européens qui livrent des armes à Israël. Ce sont les Européens qui signent des partenariats avec Israël. Et on nous dit après, mais pourquoi vous importez le conflit en France? Et les accords Sykes-Picot, c'est qui? Ce sont les Britanniques et les Anglais, les Britanniques et les Français qui se sont partagés les terres du Moyen-Orient. Les accords, l'accord Balfour avec en 1917 cette promesse d'un État juif en Palestine. Ce sont qui les ont signés? Ce sont les Européens, les Anglais. Effectivement. Alors nous, on a fait un petit reportage sur ça en expliquant le sionisme et tous les courants de pensée du sionisme et tout ça. Je sais pas si tu l'as vu. Et au pire des cas, je la mettrai en dessous de ton interview dans la description. Je te l'enverrai personnellement pour que tu puisses voir quel travail on a fait pour expliquer tout ça. Jihad, on va se rapprocher de la fin de l'émission. Je vais encore te poser une question ou deux. Et ensuite, je te remercierai pour l'échange. D'accord? Comment tu vois le futur euh, alors, sur plusieurs plans. Sur le plan population palestinienne, sur tous les conflits dont on a parlé, d'intérêt, hein, je parle, sur le côté national et international, sur ce qui a bougé, hein, c'est-à-dire les groupes d'amitié, les ambassadeurs en Espagne ou autres. Tu m'as dit en Irlande aussi, je crois. Comment toi, tu vois le futur de ce peuple palestinien? Où, quoi, comment? Voilà, c'est la question que j'aimerais te poser. Est-ce que toi, tu es plutôt optimiste ou tu es plutôt pessimiste? Le Palestinien, par nature, a pour obligation d'être optimiste. Ça fait depuis 48 que la cause palestinienne est présente, que les Palestiniens sont présents, qui résistent avec toutes les manières possibles, culturelles, résistance politique, armée. Et ma perception des choses, c'est que la cause palestinienne continuera à vivre tant qu'il y a des Palestiniens. Et je peux te dire qu'il en restera et qu'il y en aura. Moi, mon espoir. Alors, on a, on a très peu parlé, enfin, on n'a pas parlé de ma vision de ce que je vois, au fait, de la Palestine. Est-ce que je suis pour 48 ou 67 ou autre? Non, non, mais au fait, je pense, après, bien sûr, que ça sera aux Palestiniens de décider. Moi, je peux te donner mon avis. Moi, je suis pour un État
palestinien sur les terres de Palestine, un État démocratique, laïque, qui s'appelle un État palestinien, où vivent les juifs, les musulmans et les chrétiens en communauté. Parce que la création d'Israël est la création d'un État qui a été fait de manière artificielle pour les intérêts américains et européens et qui est né avec une idéologie qui est une idéologie raciste, qui est l'idéologie du sionisme. Donc moi, mon avis sur la question, c'est que je suis pour une Palestine libre de la mer au Jourdain, pas en mettant les juifs à la mer. Les juifs, musulmans et chrétiens vivent en communauté, sans cette idéologie sioniste-là. Donc, ça serait de dire que les sionistes n'ont pas leur place sur cette terre-là. Leur idéologie n'a pas leur place. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de juifs qui cautionnent pas hein, le projet sioniste, faut le Bien savoir sûr, on a aussi. le Tzedek, on a des mouvements comme Tzedek qui ont justement une vision anticoloniale, l'UJFP, l'Union juive pour la paix, etc., etc. Et en fait, tout ça casse justement cette logique de antisémitisme est égal à antisionisme. Ça casse parce que ce sont des juifs. Tu vas dire qu'ils sont antisémites, ils sont contre leur propre religion. Non. Et du coup, pour moi, ma vision, ça serait celle-ci. Bien sûr, comment arriver à cela? Moi, je pense qu'il faudra, il faudra justement que le monde arabe autour bouge, prenne conscience de ce qui se passe, que les peuples arabes bougent et prennent conscience. Je veux dire, ils ont cette conscience-là, mais qu'ils agissent. Comment ils vont agir? Moi, je pense qu'il y a beaucoup déjà de Palestiniens réfugiés au Liban, en Syrie, dans des camps de réfugiés, qui vivent dans des conditions lamentables, etc., etc. Je pense qu'il y aura une révolte, une sorte d'intifada dans ces frontières-là qui pourront faire en sorte que justement il y ait cette libération-là et qu'il y ait cet engouement et que ça apporte justement des foules. Je l'espère. C'est voilà, c'est ma vision des choses. Euh, et on pourra y arriver par étapes. Il est important que ce soit par étapes. C'est-à-dire que tout ce qui est reconnaissance de l'État palestinien, etc., etc., sont des étapes essentielles pour justement dire que ben voilà, il y a un État palestinien et que les Palestiniens existent. Et ça permet justement de maintenir dans le temps, au moins à l'échelle politique, la présence des Palestiniens, la création d'ambassades, que les Palestiniens soient représentés dans chaque pays via des ambassades politiquement, etc., etc. Par des actions aussi. C'est ça. Puis au même titre que d'autres pays ont déjà des ambassades en France, que ce soit aussi la même chose pour les Palestiniens. Tout à fait. Et au fait, si tu veux, tout à l'heure on parlait des intérêts. Euh, à partir du moment où les États-Unis ou certains pays européens auront plus à perdre à soutenir Israël, c'est à partir de là que tu vas déclencher des choses. C'est à partir de là, au fait, où tu vas avoir un échec, au fait, de cet État artificiel-là, cet État sioniste. Et au fait, ces choses sont enclenchées par justement des mouvements populaires, par ce qui se passe aussi dans nos universités. Clairement aussi, des fois, quand on demande clairement qu'il n'y ait pas de partenariat à Sciences Po, etc., 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 euh, Sciences Po, c'est possiblement des futurs politiciens de- de la France demain. Et en fait, ça va apporter petit à petit le débat de la Palestine en France politiquement, et ça peut avoir un rôle qui est important. Et je pense que c'est à partir, voilà, pour répondre vraiment à ta question, c'est à partir du moment où les complices de cet État sioniste seront plus perdants à le soutenir qu'à le maintenir,
plus perdant pour le soutenir et le maintenir que justement l'autre cas, que ben, tout ça va s'arrêter. Parce que il, il existe principalement grâce à ces pays complices, grâce à ces États complices. On parlait tout à l'heure de l'accord de partenariat avec l'Union européenne, l'accord d'association avec l'Union européenne. À partir du moment où tu arrêtes cet accord d'association, à partir du moment où les États-Unis arrêtent de financer Israël, forcément, ça va ramener justement l'État sioniste dans le déclin. Et c'est à partir de là où tu peux arriver à cette opportunité-là, au fait que, ben, à cette vision-là d'un État palestinien libre, en fait, de la mer au Jourdain. Et c'est comme ça que je vois les choses. T'es plutôt optimiste, quoi. J'avais une question plutôt personnelle des choses. En tant que franco-palestinien, est-ce que tu t'es senti en insécurité en France après le 7 octobre et avant? Euh, Tu sais, dans ma jeunesse, quand tu dis que t'es palestinien, ah bon, c'est quoi? Ou alors, pour les gens qui connaissent, entre guillemets, qui connaissent ce qu'ils ont à connaître des médias mainstream, c'est, ben, comme tu disais tout à l'heure, c'est terroriste. C'est terroriste, c'est pas cette image de résistant, en fait, c'est terroriste. Je n'ai pas été, moi, à titre personnel, heu, été mis en danger par rapport à ça, par rapport au fait d'être palestinien ou autre. Mais en fait, c'est pas une violence physique, mais c'est une violence morale. Quand tu écoutes les médias mainstream, quand tu écoutes ce qu'on dit en fait à la télé sur ton peuple, quand on invite des représentants de l'armée génocidaire dans des plateaux qui viennent remercier les chaînes comme BFM TV ou CNews, quand tu as Netanyahou qui est invité à des heures de grande écoute heu, chez le groupe, Bouygues TF1 et sur CNews, avec, justement, cette plage horaire, dédiée, c'est pour moi, c'est une violence vraiment, morale. En fait, comment c'est possible? Comment c'est possible de pouvoir inviter un condamné, par la CPI, un condamné et de l'inviter, de lui donner en fait, c'est comme si, je reprendrai un sketch de Thomas Gijol qui disait, mais c'est comme si, aujourd'hui, tu invitais, Hitler à la télé et que tu le laissais s'exprimer. Il est en train de en fait, on parle d'une personne qui est en train qui commet un génocide en Palestine Et qui a un mandat international aussi, c'est ça aussi le truc aux fesses, et quoi. qui a un mandat international et 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 il s'exprime librement comme ça, moi j'aime c'est en fait, pour moi, c'est une violence morale. Heu, Pourquoi je suis obligé d'aller sur les réseaux sociaux ou d'ouvrir j'ai la chance de parler et de parler l'arabe, donc de pouvoir, justement accéder à des chaînes comme Al Jazeera, qui montrent ce qui se passe réellement, à Gaza. Mais pourquoi je suis obligé d'accéder au fait, à ces réseaux sociaux-là pour savoir ce qui se passe en Palestine? Pourquoi des Palestiniens ne sont pas invités, sur les plateaux télé pour parler de ce qui se passe à Gaza? Pourquoi, justement, Parce que malheureusement, la France a un incroyable talent. C'est autant elle a été un pays de résistants, autant faut pas oublier qu'elle a été un pays de collaborateurs avec les pires, personnages de l'histoire. bien sûr, bien sûr, Et c'est en tant que Français que je te le dis, tu vois ce que je veux te dire? Donc, moi j'assume, les côtés sombres de la France et les côtés bien de la France et je pense que l'histoire se rappellera de ce qui se passe actuellement, en Palestine occupée et et qu'il y aura des gens, à un moment, il faudra qu'ils rendent des comptes. Moi, je le dis très honnêtement,
Je parle de politiciens français, hein. Faudra qu'ils rendent des comptes sur leurs conflits d'intérêts, sur leurs discours, propagandistes, sur leurs discours, horribles de ce qu'ils ont dit. J'ai entendu des trucs, moi, Djihad, bah, comme toi, hein, lunaires. Ouais. La légitime défense, d'Israël à se défendre, c'est lunaire. En fait, si tu donnes un passe-droit, au fait, à une entité de détruire, toute une population. Tout à l'heure, on parlait de François Hollande, dommages collatéraux. Heu, J'aimerais bien t'y voir, au fait. Ben, va à Gaza et du coup, sois un dommage collatéral et on va voir. Et et c'est ça, en fait, c'est ça qui est choquant et c'est pour ça qu'il est important de manifester pour dire: «Pas en notre nom». Moi, je suis français, pas en notre nom. Toi, Jérôme, tu es français et pas en ton nom, en fait. Tu vois? C'est important de le préciser et je peux te dire que tous ceux qui te disent aussi, quelle est l'utilité des manifestations? Jérôme, je reçois des vidéos de ma famille, de manifestations à Sciences Po, de ma famille à Gaza, de manifestations à Sciences Po. Tu Mets-toi à leur place. En fait, ils se disent: «On n'est pas oubliés». On n'est pas oubliés, il y a des gens qui se donnent corps et âme pour défendre notre cause. À Sciences Po ou dans les rues à Paris. Ils voient là-bas la population palestinienne voit qu'il y a quand même alors par exemple, je prends l'exemple de la France, qu'il y a des gens qui quand même, se battent pour, ce discours de faire voir les choses, de réexpliquer. Ils sont conscients de ça quand même ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'ils sont conscients et je vais te dire même au-delà de ça, on a l'AFPS 5962 a accueilli, 3 Palestiniens de la Cisjordanie. D'accord? Ils les ont accueillis, il y en avait une qui parlait français et tu sais, au fait, elle est arrivée, on a discuté, elle m'a dit: «Djihad, je suis impatient d'être demain». Je lui dis: «Pourquoi demain?» Elle me dit: «Je vais rencontrer, Louis Boyard. Je le suis sur Instagram et cetera et cetera». Donc ils ont en fait, tu vois, grâce aux réseaux sociaux, grâce aussi à des chaînes comme Al Jazeera, qui diffusent et cetera, des discours, des fois de personnalités comme de LFI, à l'Assemblée nationale ou autres, ou d'autres partis politiques pour la Palestine. Ils ils sont en fait, ils sont au courant en fait. Ils sont très connectés aussi, par rapport à ce qui se passe, par rapport, c'est source d'encouragement pour eux, tu sais? De se dire, ben, finalement, tu as des gens, ils se bougent et de tout environnement en fait, de toute, confession, de toute, nationalité, la cause palestinienne, heu, c'est vraiment ce qui a rassemblé le plus de personnes dans les rues, lors de ces dernières années. Quand tu regardes, tu vas voir en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, des millions et des millions, qui manifestent, en Belgique, hem, en Afrique du Sud, au Maroc, en Algérie, ça mobilise du monde partout. En Jordanie, la population jordanienne, ça mobilise énormément de foules et au fait, quand en tant que Gazaoui, en tant que Palestinien, ils regardent ça, ils se disent: «Ben, on n'est pas oubliés». En fait, finalement, on n'est pas oublié. On était peut-être un peu oublié avant le 7 octobre par les politiques et cetera, mais aujourd'hui, on le voit clairement, ce mouvement de solidarité et juste par rapport à ça, j'encourage les gens à venir manifester, à être présents parce que ça a un sens déjà direct pour les Palestiniens qui voient, en fait. Justement, tu me fais rebondir du coup sur, la fin de cette émission et je vais, du coup te donner, l'occasion peut-être de nous dire ce qui se passe avec la FPS, quelles sont les prochaines manifs, quelles sont les prochaines actions que vous allez mener et puis ensuite je vais te remercier et puis je te réinviterai. D'accord, Djihad? Pas de souci. Alors avec la FPS, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on fait des projections, des événements culturels, des actions BDS. On a proposé aussi à des membres de LFI de venir
qui ont rejoint justement le groupe aussi BDS, du coup, qui sont associés à ce mouvement-là. Donc j'invite tout le monde à suivre AFPS 5962 sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a aussi d'autres assos, d'autres ONG aussi qu'on peut soutenir. Il y a Palmed. Palmed, c'est une ONG qui travaille en partenariat avec l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui envoie des délégations de médecins dans la bande de Gaza pour soigner justement la population gazaouie qui subit un massacre depuis le 7 octobre. Et aussi qui met en place des hôpitaux de campagne là-bas aussi. Et du coup, j'encourage en fait les gens justement à rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc c'est Palmed France sur Instagram et AFP 5962 sur Facebook, sur Instagram aussi. Et ouais, dis-moi Ce Jérôme. que je te propose, c'est que du coup, tu me passeras tous les liens, je les mettrai en description de cette vidéo, comme ça ils auront juste à cliquer et aller directement là-bas. Pas de souci. Djihad, je Et vais, ouais, tu voulais finir, tu voulais, non, merci. Ben, je voulais te remercier. Ben, merci Jérôme, en tout cas pour l'invitation, pour cet espace que tu m'as donné pour parler de la cause palestinienne. Et voilà, donc en fait, mon dernier mot, c'est pour ceux qui veulent agir pour la cause palestinienne, ne soyez pas, en fait, ne vous sentez pas impuissant par rapport à la situation. Essayez de changer cette tristesse en colère et cette colère en action. Et à partir de là, en fait, vous avez des leviers pour lesquels vous pouvez apporter. Et c'est de rejoindre en fait les associations comme AFP 5962 qui œuvrent en fait justement pour la cause palestinienne et qui peut agir et qui peut vous montrer en fait différents leviers sur lesquels on peut agir, comme le BDS, comme des événements culturels, comme aussi des conférences auprès d'universités ou autres. Et des projections cinématographiques, le partage du savoir de la Palestine. Il y a aussi des ventes de produits palestiniens qui viennent spécialement de Hébron, par exemple. Je pense aux dattes, je pense au kéfier. Donc, j'invite vraiment en fait l'ensemble des gens en fait à venir participer avec nous. Et en fait, plus on a un poids. Et plus on aura un poids pour empêcher ce qui se passe actuellement à Gaza. Et c'est ensemble qu'on pourra amener au fait tout ça en fait. Donc l'union fait la force et on a besoin en fait justement de s'unir pour avoir cette force-là. eh ben, écoute, Djihad, sur ces belles paroles, je vais te remercier personnellement d'avoir participé à cet échange. J'espère que j'ai pu te laisser dire tout ce que tu avais à te dire. Enfin, à dire, pardon, excuse-moi. On te réinvitera. On te réinvitera sur React One. C'est important pour nous d'avoir la continuité des combats de la FPS et puis de continuer à soutenir, à relayer tout ça. Et puis, et puis c'est moi plutôt qui vais te remercier. Merci beaucoup. Je te dis à plus tard. Merci Jérôme, à plus tard. Merci beaucoup. Salut, ciao, ciao. Salut, ciao. Je t'observe Palestina, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. On te voit souffrir en silence, on t'aime Palestina, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Garde espoir, la France se réveille doucement Palestina, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. On essaie de sortir d'enfer du diable d'Israël, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi Palestina. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais.